Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une vidéo d'analyse des JO de 1959. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut déjà noter que ces JO ont pour objet d'être complémentaires aux JO de 1945. Ils se placent donc clairement en continuité avec les JO de 45, malgré le contexte politique qui aurait pu amener à une véritable rupture en faveur du sport grâce à Herzog et De Gaulle, qui sont des ardents défenseurs de la cause sportive. En fin de document, il est d'ailleurs précisé que les JO de 1959 ne modifie pas l'essence des JO de 1945 et que les enseignants doivent toujours s'y référer. Tout d'abord, les finalités de l'éducation physique ne changent pas par rapport à celles de 45. On est toujours sur le développement normal de l'enfant, le redressement des corps, le développement de la valeur physique, ou encore les développements sociaux ou du caractère. Même s'ils sont signés par Maurice Herzog, il est extrêmement important de comprendre que ces JO ont été rédigés par l'Inspection Générale. Et l'Inspection Générale est très influencée par la Ligue Française d'Éducation Physique, qui est partisante d'une gymnastique néo-suédoise et prudente vis-à-vis d'un virage sportif de l'EPS. Comme l'explique bien Jean-Luc Martin, Maurice Herzog souhaite dans un premier temps ménager les sensibilités. Il laisse à l'IG le soin de rédiger les JO de 1959 en échange d'une évaluation de l'EPS obligatoire au bac et basée majoritairement sur des épreuves sportives. Dans les JO de 45, même si les sports étaient quelque peu valorisés, leur place restait secondaire. Ils n'étaient mis en avant que lors des 6 dernières semaines de l'année scolaire, et ce n'est qu'à partir de 15-16 ans qu'ils devenaient prioritaires. Ce constat reste le même pour les JO de 1959, et la place du sport reste secondaire. L'initiation sportive est possible lors de la leçon, mais se limite toujours à l'étude des gestes sportifs. Le sport, à proprement parler, est exclu de la leçon et réservé à la demi-journée de plein air. Par conséquent, réaffirmer la pertinence des JO de 1945 est une façon pour l'Inspection Générale de remettre sur le devant de la scène la méthode suédoise et la méthode naturelle au détriment de la méthode sportive. L'Inspection Générale dénonce les excès pris par les professeurs en faveur de leurs affinités personnelles. Ce n'est pas explicite, mais cette critique va surtout à l'encontre des pratiques sportives, car on sait que dans les années 50, les affinités personnelles des professeurs sont très axées sur les sports. En effet, comme le disent Michon et Carité 1998, à partir de 1950, il est exceptionnel qu'un enseignant d'EPS ne pratique pas ou n'ait pas pratiqué d'activité sportive en club. D'ailleurs, il est rappelé que la valeur éducative de l'exercice ne doit pas se confondre avec l'activité physique où l'effort est éludé. Encore une fois, ce n'est pas explicite, mais l'activité physique dénoncée semble bien être les sports et les jeux, dont le côté ludique rend l'effort à la fois moins pénible et moins dosé. Dans ces JO, l'IG sépare l'éducation physique en deux parties. D'un côté la gymnastique construite et d'un autre côté la gymnastique fonctionnelle. La gymnastique construite sera composée de gymnastique suédoise ou néo-suédoise, alors que la gymnastique fonctionnelle comprendrait la méthode naturelle, l'initiation sportive et les sports. Cette séparation en deux par l'Inspection Générale me semble très habile, car elle sous-entend que la gymnastique suédoise devrait peser en gros pour 50% de l'éducation physique, alors que dans les JO de 1945, la suédoise a clairement une importance bien plus faible. On peut rappeler ici que dans les JO de 1945, lors de la période scolaire obligatoire allant de 6 à 14 ans, la gymnastique construite ou suédoise est quasi systématiquement le type d'exercice le moins prioritaire en termes d'importance. Ainsi, cette séparation en deux me semble être une habile manière de revaloriser la suédoise au détriment de la méthode naturelle et des sports. Par ailleurs, la revalorisation de la gymnastique suédoise est parfois très explicite. Les exercices analytiques de la gymnastique suédoise doivent apparaître aussitôt après la prise en main et l'enseignant doit leur réserver une place importante. Enfin, alors que dans les JO de 1945 on affirme qu'il faut éviter le plus possible les mouvements artificiels sur place, dans les JO de 1959 il est écrit que dans une salle de classe, on n'hésitera pas à diriger une séance de gymnastique de maintien. Bref, tous ces éléments semblent bien indiquer que dans ces JO de 1959, on va plus loin qu'une simple continuité avec les JO de 1945. On essaie clairement de revaloriser, de remettre sur le devant de la scène la méthode suédoise. En ce qui concerne les exercices issus de la méthode naturelle, on recommande un équilibre entre les familles, mais on propose quand même d'insister particulièrement sur la trilogie course-saut-lancer afin de préparer les élèves aux épreuves des examens traditionnels et celle du bac EPS qui devient obligatoire la même année en 1959. Enfin, en ce qui concerne les différences filles-garçons, on affirme clairement que la gymnastique rythmique, qui est un dérivé de la gymnastique de maintien en liaison avec des rythmes musicaux, doit être une préoccupation importante de l'éducation physique des filles. Pour les filles, il est alors demandé une leçon hebdomadaire dans laquelle la gymnastique rythmique doit avoir une place dominante. Pour moi, c'est encore un moyen de l'Inspection Générale pour revaloriser la gymnastique de maintien. Pour conclure très rapidement, on peut tout simplement dire que les JO de 1959 sont non seulement dans la continuité des JO de 45, mais ils semblent surtout avoir l'ambition de revaloriser la gymnastique suédoise et de freiner la sportivisation des pratiques.
Cela s'explique par l'influence de l'inspection générale qui a plus une volonté de maintenir une épée historique que de bouleverser les traditions, notamment en validant la sportivisation des pratiques.